Elisabeth Sandagé, c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes Global Brand President de la marque Helena Rubinstein et Carita de L'Oréal Luxe. Je sais, selon mes sources qui sont sûres, que partout où vous allez, vous remporter des succès incroyables. Vous êtes allé par le passé dans d'autres entreprises qui avaient un chiffre d'affaires en berne et vous êtes la reine pour redresser les sociétés de toute taille. Donc on va parler de vos recettes et on va parler surtout de la femme que vous êtes derrière la femme d'affaires. Alors déjà, si vous pouvez vous présenter synthétiquement afin que les auditeurs vous connaissent mieux. On va commencer par ça. Eh bien, bonjour Lucille, merci de me recevoir, c'est absolument formidable, j'en suis ravie. Et me présenter, alors je suis danoise, de culture française, de père danois, protestant, mère hongroise, catholique, née au Congo. Ça commence par, on se dit, passez-moi l'expression, par une espèce de gros bordel, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, ça a été, voilà ce qui m'a un peu constitué aussi la personne que je suis aujourd'hui. Et comme me dit d'ailleurs mon mari, il me dit qu'il a épousé deux femmes. Il y a la femme d'affaires très en avance, puis la femme très tendre, mais ce qui va également parler de mon type de management, qui est un management très généreux. Mais c'est comme s'il y avait deux personnes en moi, en fait. Et donc, qui je suis, c'est un peu ça quand même. Et alors le matin, vous vous levez, qu'est-ce qui vous anime pour croquer dans la vie, pour aborder la journée? Qu'est-ce qui vous Mais moi, transporte? je suis une optimiste invétérée. Moi, j'aime la vie, je suis positive, je suis née positive, c'est une chance. Je ne sais pas si c'est les fées qui se sont planchées sur mon berceau, j'en sais rien. Ou je ne sais pas si c'est parce que c'est au Danemark qu'on est les gens les plus heureux du monde. C'est vrai, ils sont heureux de payer des impôts. J'ai vu ça dernièrement, en plus. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais c'est rare, je m'en souviens même pas, de me lever de mauvaise humeur ou du pied gauche. J'ai toujours la pêche, en fait. Ouais. Et ça, merci mon Dieu, merci mes parents, merci, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et j'aime la transmettre, en fait. J'adore l'idée de la transmettre à mes équipes. Voilà. Donc, je suis joyeuse de travailler avec mes équipes tous les jours. Voilà, en fait. Et le positif attire le positif. Exactement. Et l'optimisme fait venir à soi les belles choses. Bon, on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. Vous l'avez connu? Ah oui, je l'ai bien connu. Et notamment, cette solitude, ce qui est terrible, c'est quand on ne peut pas la partager à quelqu'un d'autre et en parler. Il y a quelques années, on m'avait annoncé la fermeture décidée de la marque que je développais depuis quelque temps déjà, qui était déjà extrêmement rentable. Et donc, passé ma frustration et ma colère, je me suis battue. Mais pendant 2 ans, elle était toujours officiellement à fermer. Et je m'étais fixé comme règle de n'en parler absolument pas en parler avec mes équipes. Donc, et ça, c'est terrible parce que tous les matins, vous arrivez au bureau, genre yes, on va grimper l'Himalaya, c'est fun, c'est sympa. Et alors que vous savez qu'il y a cette épée de Damoclès. Mais ça veut dire que, ceci dit, le corps parle. Hein. Pendant ce temps-là, vous faites des zonas, des pneumonies parce que vous étouffez, etc. Hein, donc il ne faut pas croire. Vous avez connu tout ça? J'ai connu tout ça. Mais j'ai bien fait de me battre parce qu'aujourd'hui, la marque est extrêmement performante, rentable, etc. Donc comme quoi, il faut se battre. Mais ça a été très dur. J'ai l'impression d'avoir touché... Elle a été au fond de la mine quand même. Hein. Mais il faut savoir prendre sur soi. Et parfois, on se dit... Est-ce que ça vaut la peine? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça vaut la peine. Mais donc, j'ai extrêmement bien connu cette solitude et elle a duré. Ça a duré pendant 2-3 ans presque. Quel soulagement quand vous avez obtenu... Quand on voit l'explosion derrière et le succès derrière, absolument. Est-ce que vous avez eu des mentors, hommes comme femmes d'ailleurs, qui vous ont inspiré? Oui, alors c'est curieux parce que je me suis posé la question. J'ai jamais eu de mentor, en fait. J'ai jamais eu de mentor, mais j'ai eu... des personnes qui m'ont inspirée. Ouais. Alors, ce n'est pas des mentors dans le sens qui m'ont pris sous leur aile, etc. Non, ça, je n'ai pas connu. J'ai eu que des hommes qui m'ont inspirée, parce que c'est un peu triste. On se dit qu'il n'y a pas assez de femmes, mais ça, on le sait. Et en tout cas, moi, dans ma carrière, c'est sûr qu'il y en avait encore moins. Alors, j'ai eu des smarts brillants, rapides, c'est le cas chez L'Oréal. Mais j'ai eu aussi des traits humains. Et là, je cite plutôt le groupe danois Bang & Olufsen BO. Et une petite anecdote parce que pour l'humain, parce que le smart, brillant, rapide, on peut raconter plein d'histoires, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Mais dans l'humain, par exemple, je venais de prendre la direction générale de BO France et je me tape une hernie discale fulgurante, opération d'urgence. Et là, je suis immobilisée pendant 6 semaines. Et j'étais là depuis 1 mois, donc j'étais effondrée parce que j'avais une marque, enfin un business à reprendre, des équipes, etc.
Et je reçois le lendemain de l'opération, non mais quand je vous dis une corbeille comme ça de fauchons, gigantesque, du président de BO, j'étais là depuis un mois. Et juste avec un mot, c'était un télégramme, ouais. Il me dit « Business can wait, the only important thing is you ». Et ça, j'ai trouvé ça hyper... extraordinaire. Voilà, Extraordinaire. ça c'est de l'humain. Et ça, c'est des personnes que j'ai pu respecter, admirer. Donc voilà, donc j'ai eu les deux cas de figure, du très humain, du très smart, mais pas de mentor. Et puis pas de femme en fait. Moi, j'ai pas eu de boss femme. Et vous avez eu un boss homme difficile? Ça, on en a. Mais dans ces cas-là, j'ai quitté les groupes. J'ai quitté à plusieurs reprises des groupes parce que j'avais un boss que je ne respectais pas. Et j'ai même quitté de manière assez... avec beaucoup de panache. On peut dire ça, oui, on peut dire ça. Si on a le temps, je peux raconter l'anecdote. Je veux bien, parce que je la connais, je pense qu'elle mérite. Elle est presque passantable, mais elle est absolument réelle. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe américain. Et il se trouve que j'ai élevé mes 2 filles seules parce que leur père était décédé. Et donc j'avais cette difficulté, ce qui a d'ailleurs... voilà, enfin, je suis assez fière de ce parcours-là, mais d'avoir réussi à avoir des jobs de direction toujours... et puis en même temps avoir élevé 2 très belles personnes que sont mes 2 filles aujourd'hui. Et donc je quitte ce groupe américain, j'étais vraiment une fée éclair en train de sortir du bâtiment, mon taxi était devant la porte, et il y a ce patron, qui n'a pas duré longtemps, il a été viré après, hein, donc, qui me hèle comme ça, et il me dit, je peux le dire en anglais, après je traduis, hein, mais, parce que c'était vraiment, il me fait, Elizabeth, why don't you stay an extra few days, et blablabla, on peut parler ceci et cela, pourquoi pas rester un peu plus, etc. Il n'y avait ni agenda, ni rien, les réunions étaient finies, je partais. Et je lui explique, non, je ne peux pas, j'ai mes 2 filles, une toute petite, bébé, je devais vraiment rentrer. Et là, il me dit, je vais le redire en anglais, mais je peux traduire si c'est nécessaire, mais Elizabeth, you're a highly paid executive, so if the boss wants you to stay, you stay. Non, mais la colère m'a pris. C'est-à-dire que je lui explique que j'ai un problème. Ouais. Donc, il était dans le non-respect total. Il avait crossed the red, enfin la ligne rouge. Il avait dépassé la ligne rouge. Et je lui ai dit, you know what? Fuck you. Et je suis partie et j'ai quitté. Alors là, j'ai exigé un départ du groupe et j'ai quitté, mais je ne l'ai plus jamais revu. J'ai quitté le groupe comme ça, de ma propre volonté. Il se trouve que j'étais embauchée juste derrière par autre chose. Donc ça, c'était merci les anges gardiens, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, et là, ça a été avec beaucoup de panache, mais c'est une colère d'injustice et de non-respect. Je ne supporte pas le non-respect, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le mot fondamental, je pense, pour... en tout cas, vous donnez envie de rester dans une entreprise, c'est de respecter votre hiérarchie. Et qu'elle vous respecte. Ah, mais c'est la qualité fondamentale d'un dirigeant, c'est d'être respecté par ses équipes parce qu'il est respectueux des autres et qu'il est généreux, qu'il a un management généreux. S'il n'y a pas de management respectueux et généreux, mais aujourd'hui, ça n'existe plus des managers qui sont à l'ancienne. On l'espère. Il ne faut plus que ça existe, mais ça n'existera plus parce que les jeunes vont les pousser dehors. Et les jeunes, oui, c'est ça. Alors, quelle est la part d'inné et d'acquis dans le leadership que vous incarnez? Alors, l'inné, il y a peut-être le côté l'inné, donc comme effectivement je suis danoise, etc. Le petit côté un peu viking, je me bats, je me bats, j'ai peur de rien, je fonce, j'avance, etc. C'est peut-être de l'inné. Mon père était un rock que j'admirais beaucoup, etc. Donc il y a peut-être ce côté inné. Et l'acquis, clairement... l'éducation très respectueuse scandinave, en fait, de respectueux d'autrui. Je ne crois qu'à ça en termes de management. Vraiment, je ne crois qu'à ça. Et s'il y a une personne dans mon équipe a un problème, j'arrête tout. Il n'y a aucune réunion qui est plus importante. Ma porte est ouverte. Et ça va être de parler à cette personne. Donc, et ça, c'est de l'acquis, mais ça m'a fait aussi ce côté acquis par mon éducation scandinave, c'est que, par exemple, moi, la hiérarchie, le président, la standardise, pour moi, tout ça, c'est pareil. Je n'ai pas, comme à la française, cette espèce de peur de la hiérarchie. Donc, j'ai pu dire, faire des choses, avancer de manière dingue. Parfois, j'ai dû être un caillou dans la chaussure parce que je continuais. Caillou dans la chaussure, oui, certainement. Si, parce que j'ai dû gratter un peu les nerfs parfois, parce que quand j'ai des énormes convictions, et dans ce cas-là, j'avance, je fonce, je continue, etc. Mais I prove to be right. Enfin, aujourd'hui, les sociétés explosent, voilà, donc sont très, très successful. Et donc, je pense que ça, c'est de l'acquis dans l'éducation. C'est-à-dire que
En France, on apprend à avoir peur de sa hiérarchie, etc. Moi, ça n'existe pas chez moi. Je viens d'un pays où hommes et femmes, ils sont égaux. Ils sont égaux jusque chez les Vikings, dans l'an 1000, la femme pouvait être chef de tribu comme l'homme. Il n'y a pas de différence. Donc, pour moi, c'est un non-sujet, mais c'est un sujet, notamment dans les pays du sud de l'Europe. Enfin, ça reste un sujet encore en France. Hein. Complètement. Ouais. On va avancer dans le temps. Vous avez 90 ans. Et vous êtes avec votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, et vous regardez dans le rétroviseur, et qu'est-ce qui ferait que vous pourriez vous dire « j'ai réussi ma vie » ? J'ai réussi ma vie, il n'y a rien qui vient avant le bonheur, enfin, c'est ce qu'on met en haut de la liste, hein, être heureux et rendre heureux. Moi, j'ai réussi ma vie parce que je suis fière, d'une part, d'avoir réussi à élever toute seule mes 2 filles, et leur père est décédé, et donc, tout en menant ma carrière, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait avancer. Donc ça, c'est une forme de fierté. Je me dis, là, j'ai réussi. C'est des très belles personnes aujourd'hui. Réussi ma vie parce que ma vie amoureuse, aujourd'hui, je suis heureuse, etc. Et j'espère pour l'année prochaine plus que 30 ans. Et voilà, le fait de se sentir heureux, d'être joyeux, profondément joyeux, et de rendre ce bonheur, de le transmettre aux autres, c'est ça, réussir sa vie, en fait. Voilà. Est-ce que ça a été dur, Elisabeth, d'être une femme dans les postes que vous avez occupés? Alors moi, je dois avouer que je ne l'ai jamais ressenti. Peut-être parce que ce caractère scandinave où je never take no as a granted. Je veux dire que j'enfonce parfois des portes fermées, je passe par la fenêtre. Enfin, j'ai ce côté en moi peut-être qui fait que j'ai pas eu de barrière ou de. Ou alors c'est votre posture qui fait que vous avancez. C'est peut-être ma posture qui fait que je n'ai jamais senti une difficulté. Maintenant, est-ce que j'étais étonnée en arrivant dans le comité de direction chez L'Oréal Luxe, par exemple, de voir que j'étais la seule femme? Oui, parce qu'on vend des produits de beauté quand même aux femmes. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça, je me suis dit, quand même. Donc on était 15 et j'étais la seule femme. Heureusement, il y en a d'autres qui ont rejoint par la suite, mais j'ai eu un moment d'étonnement, on va dire. C'est clair. Mais aujourd'hui, vous êtes un rôle modèle et vous avez vraiment des messages à faire passer aux femmes parce que vous avez réussi là où d'autres n'y arrivent pas. Peut-être parce qu'elles n'ont pas assez d'assurance, pas votre aplomb, pas votre éducation. Et quels conseils vous pourriez leur donner là, tout de suite aujourd'hui? Mais toujours croire en soi. Moi, j'ai un motto, c'est « never give up ». Hein. Never give up. Et toujours croire en ses convictions. Moi, dans toutes les marques que j'ai redressées, etc., j'avais des convictions profondes, peut-être parce que j'ai la chance de trouver que la stratégie... La vision stratégique, c'est comme un jeu d'échecs, ça m'a toujours amusé. C'est comme si la solution, un petit peu, voilà, donc je trouvais un peu évidente. Ça n'était pas forcément pour tout le monde. Et quand vous croyez dans quelque chose, foncez, battez-vous, continuez, ne déviez jamais. Et pourquoi est-ce que, notamment, ces marques dont je m'occupe aujourd'hui sont redressées et très redressées parce qu'elles explosent, mais parce que j'ai jamais dévié, en fait, jamais. Et 1000 fois, on m'a dit, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois, ça marche pas. J'ai jamais dit, ah oui, mais alors, explique-moi, t'as une solution? Enfin, et comme il n'y avait jamais de réponse, je dis, voilà, moi je crois dans la solution que j'ai énoncée et auquel je crois, et j'ai jamais dévié de la route, en fait. Et il faut avoir le courage, la volonté, la persistance, la résilience, parce qu'il faut beaucoup de résilience, hein, parce que quand vous tapez des années au fond de la mine en train de vous battre toute seule ou de ramer, c'est dur, hein, c'est dur. Il y a dû y avoir des moments de découragement quand même avec votre nature hyper positive. Il y a oui, des moments de découragement, mais peut-être un peu trop de fierté de me dire je vais y arriver, je vais le faire. Parce qu'en arrivant, comme j'avais écrit au président du groupe, etc., en disant je veux redresser ces marques, c'est comme si c'était une question de fierté personnelle. Je vais y arriver. Alors aujourd'hui, j'en suis contente. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais t'es dingue. Je peux comprendre. Alors, les questions d'argent, c'est un vrai sujet aussi chez les femmes. Elles ont du mal à négocier leur salaire. Je ne suis pas certaine que ce soit votre cas, parce que vous devez avoir encore des conseils à leur donner, là, cette fois aussi. Il faut continuer. Non, mais il faut continuer à taper aux portes. Et puis, il y a exiger et à écrire. Franchement, j'allais dire à défoncer les portes, non. Mais encore et encore et encore. Et à force, on finit par être entendu quand même. Hein. Mais il faut à aucun moment se dire je ne le vaux pas. Là, je vais citer le truc de L'Oréal, je le vaux bien. Je le vaux bien. Oui, je le vaux bien. Et aller réclamer
ce en quoi vous pensez, enfin, ce que vous pensez valoir, etc., par rapport à ce que vous connaissez des prix du marché, etc. Mais il ne faut jamais lâcher. Et puis même si vous avez l'impression de leur casser les pieds, mais and so what? And so what? Vous donnez toute votre énergie, vous vous battez, battez-vous d'abord aussi pour vous. Hein. C'est un bon conseil, Ouais. un très très bon conseil. Elisabeth, on va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des recettes également à communiquer sur le bien-être pour tenir le coup quand on a justement des fonctions comme les vôtres et qu'il faut quand même se libérer du temps pour soi? Est-ce que c'est de la méditation, de la respiration? Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer Oui, ou un oui, oui, il sport, faut prendre du temps pour soi. Il faut remplir son moteur d'énergie, en fait, parce qu'on est nous-mêmes un moteur. Et s'il n'y a personne qui met de l'essence sur le moteur, le moteur, au bout d'un moment, il ne marche plus. Hein. Donc, c'est très important d'avoir la conscience de cette essence qu'on vous met, ou que vous mettez vous-même, d'ailleurs, dans votre propre moteur. Mais c'est aussi... comment dire, c'est vital parce que à un moment donné dans ma carrière, je me suis retrouvée, ça a été les pires 2 années de ma carrière, à accepter trop de marques. On avait empilé des marques, etc. Mais vous ne saviez peut-être pas dire Et non. là, je n'avais aussi, pas dit non parce ouais. qu'on est un peu flatté sur le moment, mais c'est une énorme bêtise. Il faut savoir dire non. Ça, c'est un bon conseil Savoir aussi. dire non. Parce que c'était horrible. C'était une période où je travaillais toutes les nuits jusqu'à 1h du matin, tous les week-ends, etc. Ça ne s'arrêtait jamais parce que voilà. Et puis, savoir dire non aussi quand, dans cette même période, on m'avait imposé un N-1 qui était toxique. Et là aussi, il faut dire non. Non, non, pas d'accord en fait. Ouais. Protéger, partager, je m'en fous, pas d'accord. Et ça a été des choses où, aujourd'hui, je dis à mes équipes, et d'ailleurs je fais la guerre au bureau, sur le plateau, etc. Je leur dis, mais non, on rentre là. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites encore au bureau à cette heure-ci? Et notamment quand c'est des jeunes mamans qui se sentent obligées. Je dis, là, il n'y a plus personne. Là, maintenant, on rentre, on se verra demain, etc. Leur apprendre, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça, parce que moi aussi, j'ai parfois travaillé des heures incroyables. Et je m'en suis voulu. J'ai demandé à ma plus jeune fille, est-ce que tu m'en as voulu quand je rentrais très tard le soir, que tu m'attendais, etc. Je m'en voulais. Elle me dit, mais non, maman, t'inquiète pas, je suis tellement fière de toi. Ce qui était le plus beau compliment qu'elle a pu me faire. Mais quand même, les jeunes chez moi, je leur dis, mais là, rentrez, pensez à vous, à vos enfants, etc. Mais c'est beaucoup plus dans l'air du temps aujourd'hui, la notion de respect des autres, des équipes, etc., d'équilibre de vie, parce que les jeunes aujourd'hui l'exigent et je trouve ça formidable. C'est eux qui vont faire changer les choses. Qui vont changer le monde. Absolument, voilà, absolument. absolument. Mais merci Elisabeth. Le mot de la fin, en fait, cette toute dernière question, c'est de savoir comment vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez après avoir exprimé des choses un peu intimes. Et je vous remercie de votre honnêteté et de votre transparence. Est-ce que ça fait du bien de parler Non, mais ça fait du bien de parler, ça fait du bien si ça peut être un tout petit peu de role model, comme vous disiez, eh bien j'en serais ravie parce que finalement, ça peut peut-être servir aux autres ou bien donner des idées ou inspirer. Et dans ce cas-là, j'en serais très heureuse. Moi, je suis toujours très heureuse. Et puis de ce partage avec vous, Lucille, vous savez à quel point moi, ça me fait plaisir. Mais voilà, si ça peut inspirer quelqu'un, et puis cette idée de dire never give up. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous êtes la chose la plus précieuse que vous avez au monde. Croyez en vous et never give up. N'abandonnez jamais. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était formidable de vous écouter.